Bonjour à tous et à toutes, Michel Vigier. Je suis le fondateur, le président fondateur de l'Association pour la prévention de l'innumérisme et nous nous intéressons depuis quelques années au boulier qui est à la base de la construction du nombre et des calculs. Voilà, donc pour présenter rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui, les hypothèses de travail, parce qu'il y a un travail de recherche qui a été mené pendant une quinzaine d'années, le travail de recherche que nous on a mené, mais aussi d'autres scientifiques. On en est arrivé au départ, le travail concernait ce qu'on appelle l'innumérisme, mais très rapidement on en est arrivé à s'intéresser au boulier. Parce que, à force de remonter dans les difficultés, je vous avouerai que au départ on se disait « Ah, ils ne savent pas ce que c'est une équation du premier degré ». Et puis après on est descendu un peu plus bas, mais les 4 opérations, elles ne sont pas comprises. Et puis ensuite, on est encore redescendu un peu plus bas. C'est la numération qui est en cause. Notamment quand on demande d'écrire 412 et que l'élève adolescent écrit 4012, on voit bien que c'est la numération qui pose problème. Donc, de fil en aiguille, eh bien, on en est arrivé à s'intéresser au boulier. Et donc, on va voir l'intérêt de ce boulier pour la numération, mais aussi pour les calculs additifs et les calculs multiplicatifs. Voilà. Dans les hypothèses de travail, les difficultés, eh bien, vous les connaissez, bien sûr, les difficultés sociales, que dans les enquêtes internationales, signalent pour la France, elles sont particulièrement cruciales en France, ces difficultés-là. Il y a aussi des choses qui sont moins connues. L'enseignement des mathématiques est fait avec beaucoup d'implicites. J'en prendrai quelques-uns, par exemple une feuille de papier, elle est horizontale, et pourtant on parle du haut et du bas de la feuille. Et pour nous, c'est tellement naturel de parler du haut et du bas de la feuille qu'on oublie d'expliquer aux enfants. Et pour un enfant, c'est pas simple. Le haut et le bas de la feuille, c'était très simple quand on utilisait, il y a 40 ou 50 ans, quand on utilisait des... le nom m'échappe, quand on utilisait des... aidez-moi, des pupitres, voilà. Quand on utilisait des pupitres, les pupitres étaient inclinés, et ces pupitres, eh bien, désignaient tout naturellement le haut et le bas de la feuille. Mais aujourd'hui, il faut expliquer. Donc, ça fait partie de ces implicites de départ que Pierre Bourdieu a dénoncé tout au long de ses ouvrages. Autre implicite, la règle. Une règle, lorsque vous utilisez une règle, eh bien, ça paraît assez simple. David est arrivé peut-être, non? Non. Quand on utilise une règle, eh bien, je peux peut-être dessiner rapidement une règle. Eh bien, une règle, il y a des chiffres, etc. Il y a des chiffres, il y a des graduations, il y a des numéros, parce que, en fait, ces chiffres désignent un numéro. Première graduation, deuxième graduation, troisième, quatrième, etc. Et enfin, il y a des nombres,
1, 2 et 3, 4, 5, 6, correspondent à des nombres qui eux-mêmes sont utilisés pour mesurer des grandeurs. C'est-à-dire qu'on va mesurer le nombre de graduations qui permet de définir la grandeur ici, ça va être donc des mesures en centimètres. Donc vous voyez, même pour l'utilisation d'une règle, c'est pas simple, une règle, il y a beaucoup d'implicites que l'on n'explique pas souvent, très souvent aux enfants. Voilà, donc les difficultés, vous les connaissez. Nous, au départ, avant même la découverte du boulier, notre découverte du boulier, on a travaillé avec les auteurs du siècle dernier, les auteurs constructivistes du siècle dernier. On a travaillé à partir de leurs ouvrages et ça nous a permis de définir un modèle que l'on appelle le modèle TGR, c'est-à-dire transition, généralisation, représentation. Les deux premiers paliers sont la transcription de ce que Piaget a décrit dans un petit ouvrage qui est très peu connu, qui s'appelle l'abstraction réfléchissante. Donc, en gros, ça revient à construire les notions mathématiques, pour simplifier, à partir d'un exemple, et ensuite de les généraliser, comme on le fait bien évidemment assez souvent, sous la forme d'une définition, d'un théorème, etc. Mais Piaget a oublié quelque chose qui est très important, c'est l'image. On le nomme représentation, et ça c'est Vygotsky qui l'a décrit. Vygotsky qui l'a décrit parfaitement dans son ouvrage Pensée et langage. Donc toutes ces références bibliographiques, nous allons mettre sur le site d'édition Abacus, dans les nouveautés ou le blog, je ne sais plus comment on appelle cette rubrique. Nous allons mettre le plan de cette présentation, et dans ce plan vous retrouverez toutes les références, et notamment la bibliographie, et puis aussi le diaporama sur lequel on va retrouver certains éléments. Donc à compléter par la rubrique nouveautés dans le site édition Abacus. Ce modèle n'est pas original en ce qui concerne la transition et la généralisation, ça on le fait à l'école. Par contre, Vygotsky nous a apporté beaucoup en montrant que dans un apprentissage bien conduit, il faut privilégier pour les enfants l'image. Et il explique dans son ouvrage que la pensée, en fait, est constituée de mots et d'images. Et pour les enfants, c'est l'image qui prime et les mots sont secondaires, alors que pour les adultes, c'est l'inverse. Et donc, on a tendance à oublier ce point, cette représentation mentale que Vygotsky nomme image technique. Donc, pour toutes les notions que l'on va découvrir, et donc le boulier, on va tenir compte de cette image technique. Voilà, donc pour le constructivisme, on s'est appuyé aussi sur des découvertes assez récentes, notamment l'expérimentation
que Johan Fahrenfort a faite avec un IRM fonctionnel, donc là c'est récemment puisque ça date de 2012, et Johan Fahrenfort a montré que dans le cerveau, eh bien, quand il y avait des images concurrentes, le cerveau avait tendance, lorsqu'il fait le ménage la nuit suivante de l'apprentissage, eh bien, lorsqu'il y a des images concurrentes, le cerveau a tendance à effacer ces images concurrentes. Donc, dans l'image technique, il faudra privilégier une image première, une image forte. Et c'est en ça que le boulier va être important, puisqu'il va donner une image forte du nombre et des calculs associés. Donc, Johan Fahrenfort nous apporte une confirmation sur l'intérêt de cette image technique. Cette expérimentation a été définie, a été résumée par un scientifique, Jean-Claude Amezen, qui, pour résumer cette expérimentation, disait « Dans le doute, la conscience s'abstient ». C'est-à-dire que quand on impose aux enfants plusieurs images, par exemple, pour le nombre, les dominos, les cartes à jouer, etc. Lorsqu'on impose plusieurs images à l'enfant, eh bien, on prend le risque que rien ne se fixe, que la mémoire de l'enfant ne retienne aucune de ces images pour représenter la notion. Donc, notre idée, c'est qu'il faut présenter à chaque enfant, à chaque élève, il faut présenter pour chaque notion mathématique, il faut présenter une image première, une image technique que l'enfant va mémoriser, et ensuite on greffera toutes les images associées si besoin. On pourra associer à cette image première beaucoup d'autres images. Notre travail aussi a porté, donc au-delà de ce modèle, a porté sur l'opposition que l'on a faite il y a une dizaine d'années et dont les médias se sont emparés. Au contraire de beaucoup de scientifiques, donc par exemple quelqu'un de très connu, comme Stanislas Dehaene, utilisait pour définir les difficultés en maths, il utilisait le terme dyscalculie. Et en 2009, donc avec Jean-Paul Fischer, donc nous étions une dizaine de chercheurs, et on a montré que la dyscalculie n'existe pas. Alors malheureusement, ce terme de dyscalculie est encore utilisé dans le monde de l'enseignement, mais l'éducation nationale, en 2011, donc notre démonstration, notre étude a eu lieu en 2009, et en 2011, l'éducation nationale a demandé d'utiliser le terme d'inumérisme au lieu de dyscalculie. Dyscalculie, ça a une connotation dysfonctionnement, ça a une connotation, on va dire, biologique, alors que l'inumérisme, c'est l'environnement qui a fait qu'un élève est considéré comme innuméré. Notre modèle permet de bâtir, alors peut-être je vais le présenter sur cette caméra, peut-être pas parce que la caméra extérieure ne le verra pas. Donc notre modèle permet de construire l'échelle logico-arithmétique. Piaget aussi a parlé de cette échelle logico-arithmétique qui repose sur un socle
Et ce socle, c'est le socle des notions spontanées. Des notions spontanées. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les notions spontanées? Mélodie, non? Elles sont au nombre de 5. Et là, c'est aussi Vygotsky qui nous a soufflé cette idée de notion spontanée sur laquelle l'échelle logico-arithmétique va s'appuyer. Et cette échelle, eh bien, on va utiliser donc, le modèle pour construire cette échelle. Hein. Donc, à partir du barreau précédent, eh bien, on va utiliser la transition pour passer au barreau suivant et la généralisation pour définir la nouvelle notion. Et enfin, on va utiliser la représentation, l'image mentale, qui nous permettra de continuer à progresser sur l'échelle. Et au départ, eh bien, on n'a pas de barreau au départ, l'échelle repose sur un socle, et ce socle, c'est le socle des notions spontanées. Donc, je vous les rappelle, hein, ces 5 notions spontanées, ce sont les axiomes d'Euclide qui définissent en gros l'égalité, hein, peut-être à les noter ici, hein, l'égalité, les 5 axiomes d'Euclide définissent l'égalité. Les axiomes, ce sont des vérités qui ne se démontrent pas, hein, donc l'égalité, ça figure dans les axiomes d'Euclide, hein, et ça ne se démontre pas. La deuxième notion spontanée, c'est le partage. Hein, le partage, eh bien, c'est une notion, il y a le partage équitable, ou le partage égal, mais le partage, c'est une notion qui existe depuis que les hommes se sont retrouvés autour du feu à partager la cueillette, par exemple. Hein. Mais c'est une notion importante que l'on utilise dans la construction, justement, des barreaux. La troisième notion, eh bien, c'est bien sûr les quantités 1, 2 et 3 dont on va parler. Hein. Ces quantités qui sont reconnues par le cerveau, au contraire des quantités suivantes. Hein. Donc la quatrième notion spontanée, ce sont les tableaux. Les tableaux en général, hein, autour du feu, encore une fois, il y a des millions d'années, la répartition du clan ou de la famille se faisait autour du feu, d'où cette notion de tableau que les enfants comprennent parfaitement parce que ça fait partie de ces notions qui sont spontanées ou quasi spontanées. Et la cinquième notion, eh bien, c'est la base 5, c'est-à-dire c'est la main. La base 5, la main avec les 5 doigts. Hein. Donc ça, depuis des millions d'années, les hominines contemplent leurs mains et toute la numération, eh bien, la numération a été construite progressivement sur ces notions spontanées. Une découverte récente, c'est ce qu'on appelle la subitisation. La subitisation, c'est le fait, donc le graphique, vous le retrouverez aussi sur le site. Hein. La subitisation, c'est le fait de reconnaître les quantités. Alors je vais noter en abscisse les quantités. 1, 2, 3, 4, on va aller au-delà, 5, 6, etc. Et bien, et sur l'axe des ordonnées, on va noter le temps en millisecondes, hein, le temps en millisecondes, et la perception des quantités, elle n'est pas tout à fait immédiate, mais pratiquement. C'est-à-dire que pour 1, 2 et 3, le cerveau met 400 millisecondes
pour percevoir les quantités. Et à partir de 4, eh bien, à partir de 4, et très rapidement pour 5 et 6, eh bien, à partir de 4, on est à 600 millisecondes. À partir de 5, pour reconnaître 5, on est à pratiquement 1000 millisecondes. Hein, là, je ne fais pas à l'échelle. Hein, et ensuite, pour 6, peut-être 1200 millisecondes, vous retrouverez le vrai graphique donc, sur le site. Ce qui veut dire que eh bien, les quantités 1, 2 et 3 ont une particularité, c'est que le cerveau peut les reconnaître immédiatement. Et les peuples racines, comme certaines tribus d'Amazonie ou les aborigènes en Australie, eh bien, ils ne comptent que jusqu'à 3. 1, 2, 3, et après c'est beaucoup, très beaucoup, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'image technique de 4, 5, 6, alors qu'ils ont une image technique de 1, 2, 3. Donc on va voir ça dans un tableau, on va reprendre un tableau pour faire le lien avec ce que Piaget appelle l'abstraction empirique. Alors ce tableau, je ne l'ai pas encore fait, je pense, on va regarder, on l'a détaillé peut-être, mais je n'ai pas fait le tableau complet. Donc si l'on part des nombres, allez, on va peut-être, non, là, on va parler plutôt d'une notion ou d'une notion ou d'un concept, hein. Le concept, on parle de notion en maths et plus généralement de concept. Hein. Eh bien, le concept, par exemple, d'une rose, hein, d'une fleur, hein, eh bien, est-ce qu'on a une image? Qu'est-ce qu'on a comme représentation? Est-ce qu'on a une image? Oui, on a une image. Piaget appelle ça l'image, Piaget appelle ça l'abstraction empirique. C'est-à-dire qu'on peut découvrir une rose dans son environnement. Un enfant, il n'y a pas besoin de lui définir ce que c'est une rose, et rapidement il a une image de la rose. Donc on n'a pas besoin de construire, hein. Si on n'a pas besoin de construire, c'est une abstraction empirique. Donc je vais peut-être noter là les constructions. Si on parle de philosophie, hein, philosophie, est-ce que l'on a pour la philosophie, est-ce qu'on a une représentation? Non, il faut construire ce concept de philosophie, etc. On pourrait multiplier les exemples. Hein. Donc Piaget fait bien la différence entre une abstraction pure et puis une abstraction empirique qu'on peut croiser dans la rue ou qui figure dans l'environnement. Pour les nombres, eh bien, on va peut-être les écrire. On va les écrire, nombres. Donc je vais les écrire en parallèle. Le 0. 1, 2, 3, 4, 5, et puis au-delà, on va peut-être écrire un nombre plus compliqué, 12 par exemple, hein, 10, 2 selon Condorcet, voilà, 12. Donc pour ces nombres, eh bien, on peut avoir une représentation, hein, on va voir peut-être avec les chiffres romains, nos chiffres, hein, chiffres arabes, hein. Voilà, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5,
12. Les chiffres romains. Les chiffres romains, donc le 0, il ne l'utilisait pas. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, donc construit, et 12, on va écrire 12 comme ça. Les chiffres romains, ensuite les chiffres chinois ou Brahmi, hein, dans la vallée de l'Indus, hein, les chiffres chinois, 1, 2, 1, 2, 3, et puis à partir de 4, ce sont des symboles qui n'ont pas de sens avec le chiffre. Hein. Là, par contre, ils utilisent 2, 10. Les chiffres chinois, on pourrait parler aussi des chiffres mésopotamiens, où on écrivait le 1 comme ça, 2 ça s'écrivait comme ça, voilà, à partir des phalanges, 1, 2, 3, voilà, et puis à partir de 4, il reprenait la base 3, en la complétant, voilà, donc etc. Mais on voit bien que toutes les civilisations antiques ont eu des symboles particuliers pour les quantités 1, 2, 3. Et ensuite, eh bien, on a construit les chiffres romains à partir de ces symboles. Hein, c'est le calcul de l'écart, on va voir tout à l'heure avec le boulier. Hein. Et en Chine et dans la vallée de l'Indus, c'était d'autres symboles, mais qui représentaient la quantité. Pareil pour la Mésopotamie. Donc, on voit bien que ces quantités 1, 2 et 3, qui sont perçues immédiatement, étaient cette capacité du cerveau de reconnaître les quantités 1, 2 et 3, eh bien, elle a été utilisée dans toutes les civilisations antiques. Et nous, malheureusement, eh bien, aujourd'hui, dans l'enseignement, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte parce que le système décimal est arrivé et le système décimal nous a permis de construire la numération, mais on a construit la numération à partir des chiffres, de façon complètement abstraite. Nos chiffres, 1, 2 et 3 et 4. Alors, 1, 2, 3, malgré tout, ça vient des symboles brahmi ou chinois. Hein, si vous écrivez rapidement la barre horizontale, ça ressemble à 1. Si vous écrivez rapidement 2 barres brahmi ou chinois, oui, ça ressemble à un 2 malgré tout. Et si vous écrivez rapidement le 3, ça ressemble au 3. Donc l'origine de 1, 2, 3 vient malgré tout de ces représentations en brahmi ou en chinois. Hein. Mais nous, on ne fait pas cette remarque. Hein. 1, 2 et 3, ce sont des chiffres au même titre que 4, 5, 6, et il n'y a pas, pour 4, 5 et 6, il n'y a pas de lien avec la quantité. Et pour 1, 2 et 3, on ne fait plus référence à cette quantité qui était prise en compte par les chiffres originels en brahmi ou en chinois. Hein. Voilà, donc ceci posé, eh bien on va pouvoir passer au boulier. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré les différentes sortes de bouliers. Peut-être pas encore. Hein. Donc le boulier européen ou le boulier russe. Je vous avais montré les différents bouliers, Noémie ou... Non. Non, hein, donc voilà. Ça, c'est le boulier européen. Vous le reconnaissez, vous l'avez vu dans vos classes. Oui, oui. Alors, voilà. Alors, est-ce que les bouliers européens que vous aviez, est-ce qu'ils avaient
deux couleurs? Hein? Deux couleurs ou une couleur? Parce qu'en fait, le boulier russe, il a la même présentation. Et le boulier russe ou le boulier européen, à condition, si vous connaissez, il y a aussi un boulier soi-disant Montessori avec les perles toutes de la même couleur. Et donc, lorsque les perles sont toutes de la même couleur, vous comprenez bien que c'est difficile d'afficher des quantités, des nombres, sans les compter. Alors qu'avec le boulier européen, et on verra bien sûr avec le boulier chinois bien sûr, vous voyez, quand on affiche 1, eh bien j'affiche une perle. D'accord? Peut-être que David est arrivé. Ah, bonjour David. Oui, bonjour, désolé, hein, j'étais bloqué. C'est pas dans des embouteillages? Embouteillage, exactement. Je revenais de l'entretien de mes chevaux et j'étais coincé dans un embouteillage. Ah, je savais pas que tu étais cavalier. On a le même hobby alors. Voilà. Ok. Donc, je disais que pour le boulier européen, vous êtes vous êtes dans les conditions de la civilisation. 1, 2, 3. 2, ça se voit immédiatement. 3, ça se voit immédiatement. 1, 2 et 3 sont les quantités que le cerveau perçoit immédiatement, sont les quantités de base. Quand vous faites 4, si vous avez un boulier européen, eh ben, on est dans la même logique comme pour le 4 romain, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les 4 perles, vous ne pouvez pas définir la quantité de perles quand il y en a 4, puisqu'on est au-delà de 3. Par contre, on voit qu'il reste une perle verte, et donc la quantité affichée c'est 4. Donc le boulier européen peut être proche de l'utilisation du boulier chinois, simplement ce qui perturbe c'est que l'écriture se fait horizontalement, alors que nous, au tableau, on écrit horizontalement et les chiffres de la gauche vers la droite, ce qu'on ne peut pas faire au boulier, alors que le boulier chinois le permet. Donc ensuite, quand on affiche 5, eh ben, vous voyez, 5, il n'y a plus de perles ici vertes, de couleur verte, donc on est dans l'affichage de 5. Il n'y a pas besoin de compter, on sait que c'est 5. 6, eh ben, on voit tout à fait la perle rouge qui est ajoutée aux perles vertes. 7, donc 2 perles rouges ajoutées aux perles vertes. 3 perles rouges ajoutées aux perles vertes. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans les limites de la perception immédiate, de subitizing, la perception immédiate. Quand on ajoute une 4e perle rouge, à ce moment-là, il reste une perle rouge, donc on sait que on a affiché 4, comme l'affichage des 5 perles s'est fait antérieurement, donc quand il reste une perle, on sait que c'est 9, d'accord? 4 perles rouges et sans compter. Donc le boulier européen, donc 9, c'est la même chose que l'écriture romaine. L'écriture romaine, c'était l'écart. En fait, on va voir les mains tout à l'heure, oui, on le voit tout à l'heure, on va le voir et on va se référer à effectivement ces chiffres romains. Donc, ce premier boulier européen, eh bien, il est malgré tout intéressant. Avec la réserve par rapport au boulier chinois, c'est que, eh bien, on fonctionne verticalement, les unités en bas, etc. Donc, c'était la même disposition pour l'abaque romain,
oui, c'est la même non, c'est pas la même disposition que l'abaque romain. L'abaque romain avait cette disposition-là. Par contre, l'abaque à jetons qui était utilisé jusqu'à la Révolution, eh bien, l'abaque à jetons avait cette configuration-là. Et vous savez que l'abaque à jetons a été interdit à la Révolution parce que c'était l'instrument des curés, entre guillemets, de l'Église. Et donc la Révolution a interdit l'abaque à jetons. Et ça, c'est un des côtés négatifs de la Révolution, puisque à partir de là, la France, l'Europe et le monde entier a abandonné l'utilisation des abaques et l'utilisation des bouliers, et on est passé à l'abstraction complète. Alors, le boulier japonais, qui a été inventé au XIXe siècle à partir du boulier chinois, et ce boulier, il a été simplifié, mais il était destiné aux marchands, c'est-à-dire que les marchands, eux, ils savaient compter, et il était destiné simplement à faire des calculs pour le commerce. Et ce boulier, malheureusement, on va le voir maintenant avec les mains, comme il a 4 perles unaires et une perle quinaire, c'est comme si on voulait apprendre à compter aux enfants avec une main de 4 doigts. C'est juste pas envisageable. Et donc, que le boulier japonais, on l'utilise après pour le calcul mental quand on est un petit peu expert, en tout cas, le système du soroban, hein, c'est son nom, eh bien, n'est pas intéressant du tout pour les enfants petits qui apprennent la numération. Parce que vous leur imposez d'autres images techniques que l'image des mains que l'on va voir maintenant. Donc, le boulier chinois d'origine, hein, simplement il n'est pas très gai, tout en noir, mais pour le calcul et la numération, les couleurs n'interviennent pas au niveau du cerveau. Par contre, c'est quand même plus pratique de pouvoir se repérer, hein, pour définir les unités, les dizaines, les centaines, etc. C'est quand même plus rapide. On peut définir les multiples plus rapidement qu'avec un boulier noir. Donc les couleurs ont malgré tout un intérêt. Voilà, donc notre boulier. Alors je vais peut-être d'abord vous reprendre le travail avec les mains. Et ça, on ne l'a peut-être pas vu, le travail avec les mains, Noémie. C'est-à-dire, Mélodie, elle a dû le voir lors d'une formation avec les parents. Je l'avais vu sur une vidéo, je crois que c'est la première séance avec les parents. D'accord. Voilà. Alors, habituellement, on représente les nombres. Alors, ce qui est curieux, c'est que les Chinois, ils ont une façon particulière de représenter les nombres et ils n'utilisent pas notre représentation occidentale. On peut dire que... Alors, ils le représentent sur le boulier, mais pas avec les mains. Pourquoi? Bon, il faudrait creuser un peu ce phénomène-là. Mais en tout cas, notre représentation avec les mains, eh bien, elle est parfaite. Et elle est tout à fait en lien avec le boulier chinois, le suanpan. Et par contre, donc, elle disqualifie complètement le soroban, hein, bien évidemment, hein, puisque on a le cerveau humain regarde ses mains depuis des millions d'années, hein, et c'est ça qui, en fait, est à l'origine de la subitisation, parce que le cerveau, il est un peu feignant, et le cerveau, il suffit au cerveau pour
pour définir un nombre avec en support les mains, il suffit au cerveau d'avoir 3 images. L'image de 1, alors ça, on va dire que c'est 0, c'est l'absence de doigt levé, parce que le 0, dans le tableau, je ne l'ai pas mis, mais le 0, il faut le construire a contrario à partir des quantités, des autres quantités. Donc, la quantité 1, le nombre 1, 2, 3, eh bien, on est dans la représentation, on est dans la subitisation, dans les limites de la subitisation. On a un affichage de 3, 2 ou 1, mais ça correspond tout à fait à la subitisation. Mais le cerveau est un peu feignant et donc il voit la représentation de 3 par exemple, mais en même temps, il voit la représentation de 2 doigts baissés, c'est-à-dire que c'est le complément à 5, à la main 5. De la main, on a dit que ça fait partie des notions spontanées. Donc, là, tout va bien, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, les deux quantités, le nombre et puis son complément à 5, eh bien, sont parfaitement, sont perçus immédiatement. Si on veut faire 4, 4 on le représente habituellement comme ça, toujours avec le point fermé, eh bien, 4, comme le chiffre romain, c'est un doigt plié, donc on sait que la main a 5, le doigt plié, ça veut dire que la quantité représentée est 4. Et il n'y a pas besoin de compter. Par contre, les enfants ont tendance à compter. Si on leur montre 4, ils ont tendance à faire 1, 2, 3, 4. Alors que pour 3, ils ne le font pas, ils le reconnaissent rapidement. Donc, il faut bien montrer aux enfants que ce que l'œil perçoit, c'est un doigt replié, donc le complément à 5, c'est 4. Quand il y a un doigt, on sait que c'est 4. C'est exactement la signification du chiffre romain. Un doigt replié, le complément à 5, c'est 4. Donc c'est exactement la même représentation. Au-delà, eh bien, 0 doigt replié, donc c'est 5. Parce que même si l'œil est habitué, on reconnaît immédiatement le nombre de doigts de la main, bien sûr, mais si c'était présenté ailleurs que dans une main, eh bien 5 on est obligé de compter. Donc 0 doigt replié, donc c'est 5. Il ne faut pas compter. La particularité des 5 doigts dans une main, c'est qu'on peut échanger ces 5 doigts contre une main. Et là, je vais représenter avec la main gauche. C'est-à-dire que les 5 doigts les 5 doigts représentés, je peux aussi dire que c'est une main, parce que la main gauche, eh bien, elle a 5 doigts, et à ce moment-là, je la représente comme ça. Je la représente comme ça, et vous reconnaissez le V romain. Le V romain, ça ne vient pas des encoches sur les bâtons de berger comme on voit sur Internet. Le V romain, c'est ça. C'est l'angle avec le pouce et la main. Donc, une main. Et ensuite, eh bien, je peux continuer. Une main et un doigt. Après, la construction romaine, c'est exactement ça. Une main et un doigt. Une main et 2 doigts, etc. Une main et 3 doigts. Et là, vous voyez bien qu'on est encore dans la limite de 3, une main. Alors, bien sûr, on a le droit de construire. On construit une main et 3 doigts. On construit une main, un doigt replié, donc c'est 4. Comme il y a une main, c'est 9. On est dans cette représentation-là. Mais la subitisation n'interdit pas de construire. On construit étape par étape. Et ensuite, donc, 9, un doigt replié, donc c'est 4, avec la main, ça fait 9. Ensuite, 5 doigts, 0 doigt replié, donc c'est 5,
avec la main, ça fait 10, mais là, on peut échanger une main, 5 doigts contre l'autre main. Et on reconnaît si je vous le fais dans ce sens, on reconnaît le X romain. Hein. De mon point de vue, le X romain, c'est pas une histoire d'encoche de berger, le X romain, c'est les deux mains regroupées en ce X. Et de toute façon, les chiffres en grec et en latin, eh bien, les chiffres reprennent des lettres. Hein. Les 50, c'est L, etc. Hein. 10, c'est X, L, 100, etc. Ça reprend des lettres. Mais, bien évidemment, le V, le V, hein, quand on a une main comme ça, on va choisir une lettre, la seule lettre qui correspond bien, c'est le V. Et quand on met les doigts comme ça, la lettre qui correspond bien, c'est le X. Voilà. Donc, notre représentation romaine a, de façon empirique, intégré cette limite à 3, hein, comme l'avait fait l'écriture mésopotamienne, et cette représentation romaine des chiffres, l'abaque romain était bien sûr connu des Chinois au XIIe siècle, donc on peut penser que l'invention du boulier chinois a utilisé ces différentes influences, l'abaque romain, les chiffres romains, etc., mais aussi les baguettes chinoises, hein, les baguettes chinoises qui avaient une représentation similaire aux chiffres romains, ont influencé le boulier. En tout cas, notre boulier, eh bien, est la continuation des mains et des doigts. Hein. Vous reconnaissez bien évidemment 2 doigts, 3 doigts. Alors avec les enfants, on parle de doigts, hein, ou de perles unaires, mais dans un premier temps, pour ne pas les perturber après les mains, on peut utiliser l'un et l'autre. Hein. Et donc là, vous reconnaissez la représentation de 4, une perle non activée, donc le nombre affiché est 4, 0 perle non activée, donc le nombre affiché est 5, et là on fait notre échange, 5 doigts contre une main. D'accord ? J'échange 5 doigts contre une main, et même la perle, on peut dire que c'est la main gauche dans notre représentation, et ensuite on peut continuer, une main et un doigt, une perle quinaire et une perle unaire, une perle quinaire et 2 perles unaires. Si je veux afficher 9, hein, comme on l'a vu avec les mains, eh bien je peux afficher un doigt replié, je compte pas, je ne lis pas 1, 2, 3, 4. Non, un doigt replié, c'est-à-dire une perle non activée, et donc là, je suis la représentation, et c'est la représentation du nombre 4, et s'il y a une main en plus, c'est la représentation du nombre 9. Hein, on est exactement dans cette représentation-là. Donc 9, aucune perle non activée, je fais mon échange, et là j'ai mes 2 mains. Le boulier fonctionne comme les 2 mains, de la même façon. Vous comprenez bien que pour les enfants, il n'y a aucune perturbation. On est vraiment dans la même logique. Ils ont déjà les images de 3, hein, et toutes les images que l'on a représentées là, eh bien, il y a des représentations, il n'y a aucune représentation au-delà de 4. Hein. 4, c'est pas 4, hein, c'est un doigt replié ou une perle non activée. Donc c'est 4, avec la main c'est 9. Ou avec la perle quinaire, c'est 9. Donc, une fois qu'on a le nombre affiché 10, alors c'est ça la particularité aussi du boulier, c'est qu'on conserve, on a plusieurs mains, alors qu'on est bien démuni avec
les enfants lorsqu'il faut expliquer l'affichage au-delà des mains. Au-delà des mains. Hein, on peut donner à son papa ou à sa maman les 10 doigts. Et puis à ce moment-là, le parent représente 10. Hein, le parent, il n'a même pas besoin de montrer ses doigts, on sait qu'il a 10 doigts. Donc le parent, on échange, hein, on peut échanger les 2 mains contre celle du parent, et ensuite on peut continuer. Mais à ce moment-là, l'enfant, ou celui qui présente les nombres, il a ses 2 mains de libérer et il peut continuer. Hein, et là, on affiche 10 le nombre de doigts du parent et les 7 doigts de l'enfant, par exemple. Donc, c'est tout l'intérêt, bien sûr, du boulier. On peut, comme ça, représenter les quantités, les unités, les dizaines, les centaines, et voilà. Noémie, es-tu d'accord? Alors, oui, je suis d'accord. Juste, vous pouvez me montrer un exemple, par exemple, de 27, comment vous le représentez? Alors, là, justement, j'avais posé la question, quel est le nombre affiché? Ouais, bah, on est allé un peu vite. Avec les enfants, il faudrait quand même y passer un peu plus de temps. Bah là, j'arrive pas. Ouais, prends ton temps. Elle est pour votre image, je la vois pas très bien. Ah bon? Là, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit bien le boulier? Oui. Ouais. Tu as à en dire? Là, il y a 2, et là, il y a 762. Voilà, parfait. Donc, simplement, là, ça te demande, tu n'as pas utilisé les images techniques. C'est-à-dire que tu as décomposé. Tu as dit, là, c'est 5, donc là, je suis dans les centaines, ça fait 500. Là, 1, 2, ça fait 700. Ensuite, mais c'est normal, hein, c'est la première approche. Hein, même tout le monde va faire ça. Hein. Et ensuite, les dizaines, une quinaire, donc c'est 5 dizaines. Avec une unaire, ça va faire 50 et 10, 60. Et puis 2 unaires, donc c'est les unités, donc 762. D'accord? Simplement, au bout de quelques manipulations, eh bien, il faut se servir des images enregistrées. C'est-à-dire, il faut, même pour un adulte, et c'est plus difficile pour un adulte que pour un enfant, il faut percevoir les quantités sous la forme des perles. Alors que la décomposition que tu as fait, tu l'as fait, on va dire, avec les chiffres, quoi. Hein. Tu as dit, ça vaut 5, ça vaut 500, voilà, 500, j'ajoute 200, voilà, en gros, tu as utilisé les chiffres. Sauf que le boulier, justement, nous permet d'avoir une image des quantités, hein, sans l'écriture des chiffres. Et donc, là, il faut fermer les yeux, quand on travaille avec les enfants, il faut leur demander de fermer les yeux et de se représenter. Alors ce nombre, on a vu que c'est 762. Hein. Nous, voilà, on va se le représenter comme ça, 762. Mais, avec un petit peu d'expérience, peut-être pas la première fois, eh bien, il faut essayer de se représenter ce nombre en fermant les yeux sous la forme des perles. Hein, et essayer de fermer les yeux, moi, j'ai l'habitude, mais je vois les perles, on voit même la couleur, hein, donc c'est pas complètement inutile, hein, parce que ça, ces couleurs, c'est les couleurs, on va dire, d'éducation nationale, les éditeurs utilisent ces couleurs, hein, je crois, dans les petites classes. Noémie, ou Mélodie, ou Claire, est-ce que vous utilisez ces couleurs? Moi non. Jaune,
parce qu'il y a des... En maternelle, il y a des... Par exemple, Asco et Zelda, qui diffusent notre boulier, bien évidemment, c'est eux qui nous ont demandé d'utiliser ces couleurs. Parce qu'il y avait déjà des instruments qui utilisaient ces couleurs, unité en jaune, dizaine en vert et bleu pour les centaines. Claire, tu as connaissance d'instruments qui utilisent les mêmes couleurs? Non. Non? Non. Bon, enfin voilà, nous on nous a demandé de... parce que les couleurs originales n'étaient pas celles-là, enfin peu importe. Mais c'est pas quand même inutile ces couleurs, parce que quand vous fermez les yeux, vous voyez, sinon les couleurs, vous voyez un peu sombre, mais fermez les yeux. Est-ce que vous voyez là la perle quinaire et en dessous les deux perles lunaires pour la colonne bleue, on va dire, la colonne des centaines? Hein? Hein? On y arrive très facilement, mais il faut que ça devienne un automatisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cerveau dise « Ah, une perle quinaire, une perle lunaire, je suis dans les dizaines, donc ça fait 60. » Non, le cerveau, lui, il doit voir le nombre et repérer tout de suite que, effectivement, on a l'habitude. Vous savez qu'on écrit à l'envers. Hein? C'est-à-dire qu'à l'origine, que ça soit en chinois, en brahmi, et puis les Arabes ont réutilisé le sens originel, hein, c'est-à-dire qu'on nomme l'unité d'abord, ensuite la dizaine, comme en allemand, mais Fibonacci a inversé le sens pour retrouver le sens romain, le sens latin. Et donc c'est perturbant parce que, vous savez, sur un graphique, eh bien, sur un graphique, on commence à écrire les unités, enfin, les petits nombres et les grands nombres à droite. Donc là, on est dans le sens naturel, on va dire, et là, on est à l'inverse du sens naturel. Et les enfants, donc même au boulier, on commence par travailler, comme on le fait avec les opérations, sur les unités, les dizaines et les centaines, voilà. Mais pour écrire, on est bien obligé d'utiliser le sens latin, le sens de Fibonacci, qui a traduit les textes arabes, mais il a tout inversé au niveau de la numération. Enfin, ça pose un problème, cette inversion pose un problème, notamment au niveau de la soustraction et de la division. Les enfants ont tendance à faire l'inverse. Et donc, on n'est pas dans le sens naturel. Mais c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Donc, quand on écrit ou quand on lit, on commence vers la gauche, mais quand on manipule, on commence par les unités, comme on fait dans les opérations, comme on va le voir. Donc, vous arrivez sans problème, en fermant les yeux, à voir ces quantités. Et les enfants, bon, surtout quand on les prend en CP, ils ont déjà, comme image technique première, ils ont les chiffres. Donc, il y a un petit désapprentissage. Il faut leur demander de fermer les yeux et de se représenter les quantités. Et en se représentant les quantités, eh bien, ils voient aussi les compléments. Hein. Le complément 3, le cerveau enregistre les deux. Donc, dans la table d'addition, on va voir que c'est très important. Il faut avoir l'image de 2, mais aussi l'image de 3, hein, pour avoir cette image des compléments. Jusqu'à 10, il faut avoir les images au boulier. Et ces images au boulier, eh bien, ça nous donne déjà l'étape d'addition de 0 à 10, et ça nous donne les compléments, bon, les retenues, là, comme on va le voir, bien sûr. D'accord? Donc, oui, je me suis un peu Noémie. La question, c'était quoi? Ou qu'est-ce qu'on a dit? Non, c'est bon. C'était bon, mais qu'est-ce que... tu avais noté quoi? C'était pas une proposition, hein, c'est bon comme ça? Ah oui, voilà. ça va. Est-ce que le système est pas... Est-ce que le système de représentation suite des mains, est-ce que pour un enseignant, c'est pas... Ça va demander de l'entraînement en fait.
Oui, mais... Au fur et à mesure de s'entraîner qu'on va représenter les chiffres. Voilà, c'est ça. Mais, voilà, mais en fait, quand on continue les mains, en fait, on n'utilise pas, comme on l'a fait avec les deux mains, hein, on n'utilise pas les compléments avec les mains parce qu'on n'a pas de mode de représentation qui suit. Mais avec le boulier, donc on a les mains qui permettent de voir les compléments, et puis le boulier il prend la suite. C'est-à-dire que les compléments à 5, c'est important, le passage à 5, les compléments à 10 et le passage à 10, c'est quelque chose qui se fait avec les mains, mais quand on utilise le boulier ensuite, eh bien ça se continue avec le boulier, ça veut dire que en CP, eh bien les compléments à 5, à 10, les tables d'addition, elles n'ont plus de secret, hein, puisqu'on les a construites avec les mains et qu'on a continué avec le boulier. Mais quand on n'a que les mains à sa disposition et qu'après on utilise d'autres instruments, bah, c'est plus délicat. Mélodie, qu'est-ce que tu en penses, ou Claire? Mais Claire, elle a déjà commencé, alors bien sûr, ça paraît presque naturel. Oui, oui, et puis c'est vrai que ça, enfin, moi les élèves de grande section, ils savent tous me faire 9, 7, 6, Et voilà. Voilà, directement. Et ça, ce sont les tables d'addition. Hein. Ouais. Hein. Les tables d'addition, quand on va additionner et qu'on obtient, ils savent jongler de 0 à 10. Quoi. Alors qu'on le fait, quand on n'a que les mains à sa disposition, on le fait moins. Hein. Là, bon, c'est plus ludique. Oui, parce qu'ils comptent un par un avec les mains, en fait. Et oui. Ils n'ont pas la... Et oui, ils n'ont pas la... Donc, ce qui est important, c'est cette image technique qu'il faut... et donc, fermer les yeux. Au début, on ne disait pas, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dans le système TGR, hein, donc TGR, la transition, on le fait toujours. La généralisation, on le fait souvent, toujours. Hein, quand on nomme les chiffres, c'est la généralisation. Mais la représentation, on ne prend pas l'habitude de proposer une image. Quand on le fait avec le boulier, qu'on demande de fermer les yeux pour se représenter, eh bien on est dans la représentation, c'est-à-dire qu'on choisit une image technique pour l'enfant, en lui disant « Non, il ne faut pas que tu regardes le 2 du nombre, il faut que tu regardes le 2 écrit comme ça. Ferme les yeux, tu dois le voir. » Donc, l'image, on fait, en faisant ça, on privilégie l'image technique au boulier, et l'image secondaire sera le nombre. D'accord ? Peut-être 9h. On s'arrêtera à 10h30 hein, si on veut 5 minutes pour un café. Voilà. Donc au niveau de la numération, hein, on pourrait multiplier les exemples, mais ça semble clair. Pardon, Claire. C'est clair. Bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Et alors vous savez ce qu'ils font les gamins en CP, peut-être pas encore avec Claire hein, en grande section, mais ils disent « Maîtresse, 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 est-ce qu'on peut faire des grands nombres ?» Parce qu'une fois qu'ils ont compris ça, ils veulent absolument continuer avec les dizaines de milliers, les centaines de milliers, etc. pour faire des millions. Oui, oui, ouais, il y en a 2-3 qui me demandent souvent. Ça c'est systématique. Donc, oui, ils activent toutes les billes et ils demandent ça fait combien. Et ouais, on peut pas les limiter à 100, je crois qu'il faut. En CP, on se limite à 100. Ben non, ils veulent écrire des millions. Mais ils ont compris le système. Et donc, à la fin de la classe, ils demandent maîtresse, maîtresse, est-ce qu'on peut faire des grands nombres? Ouais, donc, ce qui montre bien que, voilà, que pour eux, quand on serait au tableau, ça viendrait à l'idée de personne de dire, bon, peut-être, est-ce qu'on peut écrire des grands nombres? Peut-être qu'ils le font aussi avec les chiffres, mais voilà. D'accord? Donc, pour ce qui est de les bouliers et les mains, alors,
dans le tableau, tout à l'heure, on parlait d'abstraction. Hein, quand on parlait, par exemple, de la sémantique, hein, c'est l'analyse des mots, c'est quoi la sémantique? Ou du sens des mots. Hein, la sémantique, c'est comme la philosophie, c'est un concept abstrait qu'il faut définir. Hein, la sémantique, c'est l'étude du sens des mots. La philosophie, c'est la recherche de la vérité, quelque chose comme ça. Mais donc, on est dans une abstraction qu'il faut définir, qu'il faut construire complètement. Alors que, on a parlé de la rose. La rose, eh bien, on peut en voir dans le jardin. Donc, Piaget faisait la distinction entre une abstraction, entre un concept donc qu'il nommait abstraction empirique, parce qu'on peut toucher une rose, on n'a pas besoin de la définir, il suffit de faire une image. Une image suffit pour expliquer ce que c'est une rose. La philosophie, à part le fils de M. Mélenchon, hein, mais ça ne dit rien sur la philosophie. C'est comme les chiffres, 6 ne dit rien sur la quantité. Hein. Donc on est vraiment dans des symboles abstraits. On est dans des symboles abstraits. Alors que les chiffres en romain ne sont pas des symboles abstraits, puisque on utilise, et le boulier, donc quand on écrit un nombre, on n'écrit pas un nombre avec des symboles abstraits, on l'écrit avec des quantités qui sont représentées par les perles, et à ce moment-là, ça va au-delà de l'abstraction empirique. Pour une rose, par exemple, on peut dessiner une rose, on peut se représenter une rose parce qu'on en a vu dans le jardin, mais pour les nombres, eh bien, si on découvrait les nombres avec le boulier, par exemple, hein, si on découvrait les nombres avec le boulier, on pourrait parler d'abstraction empirique. Hein, c'est-à-dire qu'au boulier, je vois que c'est 3. Hein, exactement comme la rose, l'image que je vais en avoir, c'est l'image des perles. Hein, l'image des 3 perles, donc c'est une abstraction empirique. Mais ça va bien au-delà. Hein, puisqu'on a vu tout à l'heure son schéma que j'ai reproduit, sur le graphique que j'ai reproduit, c'est que 1, 2, 3, les bébés de quelques mois, hein, je l'ai cité de nombreuses fois ces expérimentations, les bébés de 2 mois, eh bien, savent reconnaître les quantités jusqu'à 3. Hein, on ne les leurre pas, quand c'est des histoires, ils font des expériences avec des rideaux, il y a 2 poupées, on en fait rentrer une 3e, et après on mesure avec des caméras que l'enfant est surpris, le bébé de 2 mois est surpris quand on fait rentrer une 3e poupée, on lève le rideau, il y a toujours que 2 poupées, il ne comprend pas. Alors que lui, il a fait son calcul, 2 et 1, 3. Donc, cette reconnaissance, même par les bébés qu'on a vus donc, pour les peuples d'Amazonie et d'Australie, et les peuples racines, eh bien, cette reconnaissance immédiate par les bébés, par les aborigènes, eh bien, cette reconnaissance immédiate, ça veut dire que l'on a l'image technique dans le cerveau des quantités 1, 2, 3, et c'est ça qui nous permet de le reconnaître immédiatement. Donc, là, on est plus fort que l'abstraction empirique, puisque c'est quelque chose d'inné. C'est une abstraction qui est innée. Et donc, on rejoint le commentaire de Vygotsky. Vygotsky disait, et Piaget l'a dit après lui, même s'ils ne se sont pas connus de leur vivant, Piaget
a repris Vygotsky qui disait « Moi, je suis en désaccord avec Piaget parce que je pense que les notions spontanées qu'on a vues tout à l'heure, Vygotsky parlait de ces notions spontanées, sans les nommer, parce qu'il n'était pas mathématicien, lui, mais il disait l'école a tort de ne pas utiliser ces notions spontanées. » Eh bien, on est exact, et Piaget l'a repris en disant « Non, non, mais je suis complètement d'accord avec Vygotsky, simplement ils n'ont pas pu échanger à ce moment-là. » Et Piaget a dit « Je suis complètement d'accord, l'école a tort de ne pas utiliser les notions spontanées. » Donc, on ne les a pas définies à l'école, ces notions spontanées, les tableaux, la base 5, les 1, 2, 3, etc. Donc, le fait d'utiliser ces notions qui sont innées, eh bien, le cerveau, il n'a aucun effort à faire, puisqu'il connaît déjà ça. 1, 2, 3, il connaît. Les enfants, ils reconnaissent, vous n'avez peut-être pas fait l'expérience, mais ils reconnaissent immédiatement. Normalement, si vous leur donnez, si vous leur faites des barres comme ça, et bien là, ils vont compter. Si vous demandez, là, ils ne vont pas compter. Ils disent 2 immédiatement. Pour 3, ils disent 3 immédiatement. Alors que pour 4, ils vont faire 1, 2, 3, 4. Donc, on utilise là une notion spontanée et une notion innée. Voilà. Ensuite, abstraction empirique, innée, d'accord. Bon, calcul additif, alors peut-être qu'on va reprendre, on fait une pause de 5 minutes, et on reprend sur les calculs additifs. Donc au niveau du boulier, pas de question. Le boulier russe, il est comme ça, simplement, il y a 2 couleurs. Les perles sont d'une même couleur, à gauche et à droite de ces 2 perles, et les 2 perles centrales sont d'une autre couleur. Mais ça permet aussi de bien individualiser l'affichage. Si ces 2 perles sont d'une autre couleur, on affiche 1, pas de problème, on affiche 2, pas de problème, on affiche 3, pas de problème, et quand on s'approche pour afficher 4, comme on sait que la 5e paire est d'une autre couleur, eh bien, c'est pas 4 que l'on voit, mais c'est la paire d'une autre couleur, qui est le complément à 5, qui permet de dire que c'est 4. Donc le boulier russe aussi, il est intéressant, mais il a le défaut du boulier européen, c'est qu'il affiche pas dans le bon sens. David ? Bon, mais David, tu connais par cœur, là, à force d'avoir suivi les cours pour les parents. Oui, exactement, ça c'est du rappel, quoi, pour le moment. C'est du rappel, ben oui. Donc, les opérations posées, peut-être, mais c'est vrai que tu as assisté, tu as fait déjà un tour d'horizon complet, quoi. Oui, mais ça fait du bien, un rappel, je dis. Quasi complet, alors. Bon, on s'arrête 2 minutes pour le café ? Ok. À tout à l'heure. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.